Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 2 avril 2020. Alors, inutile de commenter ce qui se passe. Nous assistons à quelque chose d'invraisemblable, d'inimaginable. Le mot qui revient dans toutes les bouches, c'est le mot sidération, hein, qui veut dire sidérer, qui veut dire frapper par les astres. Et là, nous ne sommes pas frappés par les astres. Nous sommes frappés par quelque chose d'invisible, à l'œil nu, qui se multiplie et qui frappe toutes les nations, qui installe la peur dans les esprits, qui met à mal l'économie mondiale, qui nous oblige tous au confinement, nous oblige tous à faire un retour sur soi. Ce que je constate, en tout cas moi je suis, outre ma sidération, c'est outre l'effarement aussi, parce que on voit des choses disparaître à une grande vitesse, on entend des choses qu'on ne croyait pas entendre, sortir de la bouche de certains personnages qui sont aux affaires du monde. On assiste à l'effondrement d'entreprises qu'on croyait quasi immortelles. Nous sommes rappelés tous, individuellement, à notre condition humaine, fragile, tragique, difficile. Et c'est une sorte de retour au réel brutal. Brutal. Et, certains, par contre, il faut bien le dire, éprouvent un véritable soulagement à l'arrêt des machines. Certains se sentent enfin. J'ai lu des textes, des commentaires de certaines personnes qui sont en affaires, qui ont des entreprises très florissantes, qui tout à coup se demandent pas juste si ça vaut la peine de continuer. Est-ce que ça avait un sens, tout ça? Évidemment, la course au succès, dans notre monde impitoyable, l'échec est impardonnable. Et l'échec, c'est la faute absolue, je dirais. Et nous sommes plusieurs à ressentir du soulagement de tout à coup que tout arrête. Évidemment, les dégâts sont et seront considérables. Mais il faut comprendre une chose aussi. Le monde qui est en train de disparaître sous nos yeux est à la fois un monde qui est porteur de très 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 belles choses et où le pire n'est pas nécessairement certain. Il faut quand même le comprendre. Alors voilà, je voulais vous parler aujourd'hui, moi-même, tenez, je vais vous donner des petites nouvelles de Fabienne et moi, comment on vit cette chose-là. Fabienne, elle est dans son atelier, elle peint en écoutant, comme vous pouvez l'entendre en arrière peut-être, elle peint en écoutant du Léo Ferré. Pour elle est ravie d'allonger des couleurs sur sa toile, elle est ravie de faire enfin ce qu'elle aime le plus au monde, c'est-à-dire peindre. Quant à moi, je suis plutôt déstabilisé. Je suis plutôt déstabilisé parce que mon travail de libraire me structure mon quotidien déjà depuis un quart de siècle. Alors là, je suis de retour avec moi-même, je suis livré à moi-même avec mes livres, avec cette librairie-là qui n'ouvrira peut-être pas avant plusieurs semaines. Et probablement aussi dans mon milieu de libraire, certaines librairies ne réouvriront jamais non plus. Pour toutes sortes de raisons. On a entendu aujourd'hui l'appel à l'aide du patron de Renaud Bré qui souhaite avoir, non pas des prêts, parce que des prêts de toute façon, il faut toujours les rembourser, mais souhaite obtenir du financement de la part du gouvernement. Sans doute d'autres librairies aussi vont faire appel à l'aide gouvernementale. Personnellement, je ne suis pas contre, mais je souhaiterais qu'une bonne fois pour toutes, qu'aucune de ces librairies-là ne se dise des librairies indépendantes. Et les seules librairies indépendantes qui existent au Québec, ce sont les libraires d'occasion et d'anciens. Ce sont les seuls. Et
nous sommes soumis durement aux impératifs économiques ayant aucune possibilité d'obtenir quelque subvention que ce soit. C'est à la fois notre sort, c'est à la fois aussi notre fierté, c'est à la fois aussi notre damnation, c'est à la fois le portrait, en tout cas, de ce que nous sommes. C'est-à-dire des individus extrêmement indépendants et toutes presque sont de toutes petites entreprises, ayant parfois 1 ou 2 employés. Et quant aux autres, eh bien, ça va être compliqué. Toutes celles qui ont besoin de beaucoup d'employés pour fonctionner. On n'aura pas de main-d'œuvre, assurément, mais l'argent va peut-être devenir une denrée très, très rare dans les prochains mois, dans les prochaines années. Alors moi, je suis déstabilisé. Je peine à trouver mon rythme, ce qui n'est pas le cas de ma compagne, Fabienne, qui, elle, tout de suite retrouve ses pinceaux et qui en est ravie. Moi, je suis déstabilisé. Je télécharge un tas de films que je ne regarde pas. J'en ai vu quelques-uns que j'ai appréciés, mais je vous dirais, j'ai l'impression que ce qui se joue là, même le cinéma ne nous est d'aucun recours. Peut-être cependant la poésie l'est-elle, cependant, un recours pour essayer d'être sidéré autrement, d'être frappé autrement par les astres. Alors, j'avais en tête de vous parler de Werth, de Léon Werth, qui est le destinataire du Petit Prince de Saint-Exupéry. Et Léon Werth a journal de déposition qui a été publié il y a quelques années. Et j'ai découvert Léon Werth grâce à l'intercesseur Jean-Claude Pirotte dans son, je pense que c'est son dernier livre, Brouillard, ou Brouillon, vous voyez, je ne me souviens pas exactement du titre, il aurait fallu que je vérifie, et où il cite de longs passages de l'ouvrage de Léon Werth, qui était critique de cinéma et très curieusement aimait assez peu le cinéma, jugeant que c'était un art artificiel. Et là, ben, il donnait pour exemple les montages, les bandes sonores, le jeu des acteurs qui était... C'est très différent, hein, le théâtre et le cinéma. Le cinéma, on peut tricher à l'infini. Avec le théâtre, on ne triche pas. Les comédiens, même s'ils se travestissent pour interpréter des rôles, ils doivent l'apprendre par cœur. C'est extrêmement exigeant, tandis que la différence entre un comédien et un acteur, c'est qu'un acteur, lui, simplement, peut quasiment apprendre son rôle au jour le jour. Il va avoir peut-être 2 phrases à dire dans le tournage d'un film, dans une journée, 2 phrases, 3 peut-être, et ça va se limiter à ça, et il peut reprendre, il peut avoir des prises et des prises et des prises, de telle sorte que finalement, les acteurs ne sont pas des comédiens, finalement. Alors, il faut bien comprendre, je dirais même, on peut être un grand comédien, mais on ne peut pas être un grand acteur. En tout cas, bref, Léon Werth jugeait que c'était un art de faussaire, un art qui ne nourrissait pas. On dirait, oui, mais lui, il gagnait sa vie en critiquant les films. Ouais, c'était un gagne-pain pour lui. Un gagne-pain très, très, très modeste. Mais de Léon Werth, en passant par Jean-Claude Pirotte, ça m'a amené à Max Picard. Bon, ni Pirotte, ni Werth mentionnent l'existence de Picard, Max Picard, philosophe suisse, qui a vécu, qui a pensé, qui a réfléchi dans une grande obscurité. On lui a, entre autres, L'Homme du néant, qui a été publié, je pense que c'était en 1945 ou en 1946, je vais vérifier tout ça. Et on lui doit aussi Le Monde du silence. Et c'était également... c'est une édition donc, ça a été publié en 1946, donc 1 an après la guerre, L'Homme du néant, qui était un portrait... Qu'est-ce qui a amené
qu'est-ce qui a fait qu'Hitler est apparu, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi les conditions? Alors, j'aurais envie de dire pour Picard, Hitler est quasiment le fruit du cinéma et le fruit de la radio. Alors, vous voyez, c'est un peu, vous allez vous dire, ouais, c'est quoi? Il est le fruit d'une incapacité collective et individuelle à réfléchir à l'extérieur du continuum audiovisuel, j'aurais envie de dire. Alors, on est structuré depuis notre naissance à vivre dans un monde d'images, à vivre dans un monde de faux-semblants, qui fait que de telle sorte que les choses les plus élémentaires, les choses les plus simples, eh bien, nous n'avons plus les capacités de les recevoir, de les envisager, de les saisir, autrement dit. Alors, l'homme du néant, pour Picard, c'est Hitler. Né par la radio, né par la télévision, qui nous aurait plongé dans un état d'hypnose collective, n'ayant plus de prise sur le réel. Alors, tout au long de cette lecture, je ne cessais de penser à cet autre homme du néant, et qui, lui, est en train, peut-être même de nous y entraîner dans ce néant-là, et c'est Donald Trump. Je sais que mon ami Bernard, qui se reconnaîtra, parce que je pense qu'il écoute peut-être encore mes vidéos, avait pas été d'accord avec cette affirmation-là qu'avec Trump, il ne se passait strictement rien. Eh ben voilà, j'avais raison, je maintiens mon point, j'avais raison, mais du rien peut déboucher sur un chaos. Parce que ce rien-là, je peux vous confier aussi qu'avant de vous lire un ou deux passages de Max Picard, les derniers mois, je ne comprenais absolument plus rien au débat de société qui faisait rage. Que ça soit... j'ai pas envie de repartir quelques polémiques que ce soit, mais je peux vous dire, mon ressenti, je ne comprends plus rien dans le monde dans lequel je suis. Les débats qui font rage me passent 1000 pieds au-dessus de la tête, je les juge insignifiants, je juge que des choses minuscules prennent des proportions gigantesques. Et j'en étais arrivé à la conclusion qu'au fond, nous étions tous devenus des petits bourgeois. Que la seule chose qui nous intéressait, c'était l'immobilier, les voyages, les restos, et qu'au fond, toutes les questions essentielles sur l'existence étaient balayées en permanence par du divertissement et des débats de société microscopiques. Ouais. Et là, avec ce virus-là, eh bien, tout à coup, tous ces débats-là n'auront plus jamais lieu. Il y a des choses qui ont occupé l'espace public quelques jours, quelques semaines avant la parution de cette petite chose microscopique. Eh bien, nous ne les aurons plus, ces débats de société-là. C'est fini. Certains personnages qui ont occupé la scène, avec outrance, avec démesure, eh bien, sont relégués aux oubliettes. Alors, oui, et Trump était la manifestation de cette néantisation-là des consciences, je dirais. Et là, le problème, évidemment, c'est comment cet homme-là, qui n'est pas l'homme de la tragédie, mais va par ses décisions insensées, par le spectacle qu'il offre en permanence, va malheureusement, je pense, entraîner les Américains dans des difficultés sans nom, vont sans doute être capables de les affronter, mais au terme de souffrances inimaginables. Alors, je voulais un passage. Il cite ici Max Picard, une citation de Gotdelf. « On se trompe fort si l'on croit que le peuple demande à voir tous les jours du nouveau, de l'étrange, de l'insolite. Dans l'âme du peuple, comme dans l'âme intacte de l'enfant,
gît le désir contraire. Le peuple aime ce qui est uniforme, connu, durable dans tous les domaines, coutumes et nourriture, livres et chants, logement et amitié. Alors on aura noté que le changement incessant auquel les révolutions les néo-révolutions successives auxquelles nous sommes confrontés ont entraîné une sorte de paralysie de l'esprit critique. C'est vrai qu'on aime que les choses qui se répètent, on aime la tranquillité des jours, on aime l'enracinement, au fond. Mais cette espèce de... C'est pas vrai que nous sommes sans doute des étrangers sur Terre, mais nous ne sommes pas des nomades dans nos sociétés. C'est aussi une des vertus de ce virus-là, c'est de nous ramener en l'enracinement. Et comment pouvons-nous nous enraciner à nouveau? Comment pouvons-nous retrouver une sorte de sérénité au milieu de ces événements-là invraisemblables qui se jouent tous les jours sous nos yeux? Eh bien, sans doute aussi, c'est par le silence, c'est par le retrait, le confinement intelligent, faire le point sur sa vie. Pour les plus vieux, pour les aînés, les plus vieux, les gens qui sont en pleine maturité, pause nécessaire. Et pour les plus jeunes, les jeunes adultes, les enfants, eh bien, le monde qui va apparaître au terme de ça, ça va être leur monde à eux. Et nous, eh bien, si on a un peu de dignité et d'honneur, on va accepter humblement de céder notre place et d'accompagner et de servir d'intercesseur. Alors, je vais vous lire un autre passage, tenez. Et après, je vais vous lire un passage où il est question de Rilke. Oublions ce qui a été dit du nazisme. Voici son image première. De l'épaisseur d'un énorme néant surgit un hurlement. On entend des cris, sans savoir s'ils proviennent de ceux qui donnent les ordres ou de ceux qui les reçoivent et crient sous l'oppression. Des bras se lèvent, mais on ne voit pas si ce sont les bras des bourreaux qui tuent ou ceux des victimes qui se défendent. Le silence s'établit pour un instant. On en ignore l'origine, comme on hésitait auparavant sur celle des cris. C'est le néant lui-même qui profère son hurlement et qui produit ensuite le silence, lorsqu'il absorbe ses propres cris. Puis, un nouveau cri sort brutalement du néant, un cri qui n'est que cri. Le néant se déchire pour déchirer l'objet qu'il frappe, une famille par exemple, qu'il disperse en hurlant, ou c'est le cri qui s'abat sur tout un peuple et le ravage. Le nazi, seul un homme privé de cohérence intérieure, vivant d'instant en instant, que rien ne lie entre eux, doit crier son existence pour la créer, et la crier sans cesse, car il n'y a pas d'instant où il n'oublie qu'il existe, disparaissant dans le vide de sa propre discontinuité. Les mots d'ordre hurlés par le nazisme ne s'adressaient pas seulement au peuple, ils s'adressaient aux vociférateurs eux-mêmes. Hitler, Goebbels et les autres cherchaient par leurs cris à se prouver leur propre existence. Le dictateur s'adresse plus à lui-même qu'aux autres, et c'est par le cri qu'il se crée, et il faut qu'à chaque instant, lorsqu'il se hurle un ordre, puisqu'il retombe à chaque instant dans sa vacuité. Mais les auditeurs, eux aussi, ne prennent naissance que par le cri. S'ils sont étroitement liés au chef, c'est qu'ils reconnaissent dans leur chef leur créateur. On croit entendre un arbre sans se lasser. Je suis arbre. Ou plutôt un morceau de fer blanc bêlé pour se prouver qu'il existe. Je suis un vieux morceau de fer blanc. Ce serait à la fois comique et assez effrayant, et tel est bien le cri du nazisme, à la fois comique et effrayant. Le néant existait avant Hitler,
mais il n'avait pas encore trouvé son expression. L'hitlérisme la lui donna. C'est le cri et non le langage, car le néant n'a pas de langage. Le nazisme n'a fait qu'accomplir et parachever la condition de l'homme intérieurement discontinu. La distance n'est pas grande qui fait passer d'une vie d'instant à une vie dans le néant. Et la vie dans le néant n'est autre chose qu'un cri dans le néant. Toujours sur le nazisme, il peut se rendre coupable des pires entreprises. Toutes sont rejetées dans l'abîme sans souvenir où elles disparaissent. Dans cette perspective, une vie d'homme est sans valeur, car là où rien n'existe, où tout ne fait qu'émerger pour aussitôt disparaître, on élimine facilement une vie humaine, on l'anéantit sans hésiter. Telle est donc la marque du nazi. Non seulement il assassine, mais plus encore, il oublie qu'il assassine. Alors, je voulais un dernier petit passage. C'est sûr, c'est pas très joyeux, hein? J'avoue. Ce qui me paraît effrayant, c'est qu'on puisse réintégrer l'assassin dans sa profession civile comme s'il n'y avait eu ni assassinat, ni chambre à gaz. Cet homme-là est plus inquiétant encore que ces jeunes gens qui ne rêvent que guerre et se montrent inassimilables à toute profession civile. Il ne sait plus rien de ces assassinats, de même que lorsqu'il assassinait et gazait, il ne savait plus qu'il avait vendu quelques semaines auparavant des cigares ou des timbres, ou qu'il saluait aimablement les clients de l'hôtel. Et ce même homme, de retour maintenant à son guichet ou dans son magasin, peut demain recommencer à assassiner et à gazer comme s'il n'avait jamais rien fait d'autre. C'est un homme intérieurement privé de toute discontinuité. Pardon, beau lapsus. C'est un homme intérieurement privé de toute continuité. Alors, je vous montre le livre. Voilà. Alors, je voulais un tout petit passage maintenant tiré de la correspondance de Gabriel Marcel et de Max Picard. Alors, c'est Max Picard qui écrit à Gabriel Marcel le 17 juillet 1949. Je vous ai promis de vous raconter mon amitié avec Rilke. Aujourd'hui, je vous parlerai des débuts, le reste, ce sera de vive voix. Cela se passe en novembre 1916. Je vivais avec mes parents à Schopfheim, une petite ville près de Bâle, lorsqu'on m'invita à Munich pour faire une conférence sur l'art paysan. Je venais d'écrire un livre sur la peinture des paysans. C'était mes premiers pas dans le monde et je n'avais jamais fréquenté d'écrivain. Voilà qu'en arrivant à Munich, je m'aperçois que je ne voulais plus faire cette conférence. Je vais chez une vieille amie, je m'installe devant le poêle et je ne bouge plus de toute la journée. Je ne fais que répéter, je ne ferai pas cette conférence. Je ne peux pas. Je refuse de venir à table. On me sert le repas sur une petite table devant le poêle. Le soir, au moment de partir pour la conférence, la vieille dame me dit « Qu'est-ce que vous avez fait? Votre redingote est toute brûlée contre le poêle. » Je réponds « C'est parfait. Maintenant, en aucun cas, je ne peux y aller. » Mais mon ami me prend par le bras et m'entraîne dans la rue jusqu'à la salle des conférences. Là, dans un bureau attenant à la salle, je m'assieds et je ne bouge plus. L'organisateur des conférences vient me chercher. Je ne réponds pas un mot. Le professeur d'histoire de l'art à l'université vient me prier de commencer. Je ne bouge pas. La vieille amie revient me voir. Rien. Il était déjà 8h20. 20 minutes de retard. Alors arrive, tout riant, un homme assez mince, pas très grand, grosse moustache blonde,
les yeux bleu ciel, lumineux. Il me passe la main sur le bras, puis sur la tête, puis encore sur le bras. Il me tient la main longuement. Il m'amène dans la salle de conférence. Je suis au pupitre, et l'homme qui m'avait pris par la main, c'était Rilke. À partir de ce moment-là, tout s'est bien passé, et c'est de ce soir-là que date notre amitié. Rilke, d'ailleurs, a toujours été plus fidèle en amitié que moi. Il voulait toujours savoir où je me trouvais, ce que je faisais, et lorsque je ne répondais pas aux lettres, il prenait de mes nouvelles par des amis communs. Ce qui est curieux, c'est que je n'avais encore rien écrit d'important. Les livres qui comptent ont été écrits après la mort de Rilke. Mais il est dit dans un ouvrage sur Rilke qu'il pensait toujours à un livre de moi, Le dernier homme, où j'avais tracé le portrait de l'homme déshumanisé à venir. D'ailleurs, je crois que c'est à moi que Rilke a écrit sa dernière lettre. Et ben voilà. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de... Comme toute ma routine, ma routine structurante est mise à mal par... Ouais, j'entends le... Ouais, vous pouvez pas entendre le pinceau qui s'agite sur la toile. Là. C'est Fabienne qui travaille avec enthousiasme. Moi, j'ai perdu un peu de mon équilibre. Je vais tenter de le retrouver. Mon travail de libraire me structurait du point de vue existentiel. J'ai peine à lire. J'ai peine à lire. Je suis effaré devant les événements en cours. Et je rêve, peut-être cette longue introduction sur Léon Verte, c'est qu'au fond, je rêve d'un art tout à fait débarrassé d'artifice, au fond. Et d'un art, j'allais dire silencieux, d'un art qui dépouille, un art qui arrache les peaux, un art qui est au plus près des choses, au plus près des nerfs, au plus près du corps, au plus près de ce que nous sommes, au plus près de notre sensibilité. Un art à vif, au fond, à la fois éberlué et à la fois serein. Au fond, je rêve d'un art, j'allais dire d'un art brut, mais presque. D'un art qui triche pas, qui n'use pas de procédés artificiels. La poésie, la peinture et la musique aussi. Un art qui crée, non pas du néant, mais qui crée du silence peut-être. Mais assurément, pas de divertissement. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien.